Bill Gates disait un jour que la première règle de toute technologie utilisée dans une entreprise est que l'automatisation appliquée à une opération efficace amplifiera l'efficacité. La deuxième est que l'automatisation appliquée à une opération inefficace amplifiera l'inefficacité. C'est important ce qu'il dit, c'est parce qu'on a l'impression que la technologie peut tout faire. Et on sait très bien que la technologie ne peut pas tout faire parce que tout repose sur la stratégie humaine. Et donc, lorsque on ne rend pas efficace un processus, ça ne sert à rien de mettre la technologie, parce que la technologie va vraiment, comment dirais-je, aggraver l'inefficacité de l'entreprise. Et si Bill Gates le dit, je ne peux pas dire le contraire, parce que tout le monde sait qui est Bill Gates. Héraclite disait 532 avant Jésus-Christ, une seule chose est constante, permanente, c'est le changement. Darwin aussi disait un jour que ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes, mais celles qui sont le plus à même de s'adapter. Et vous allez voir que dans tout ce qu'on fait, le changement, la conduite du changement est au cœur de toute activité humaine. Et le Forrester Research, un organe bien connu dans le monde sur tout ce qui est NTIC, a sorti des statistiques il y a quelques années de cela pour dire que 70% des entreprises qui se trouvaient dans le classement des 1000 plus grandes entreprises dans le monde, il y a encore 10 ans, près de 70% n'existent plus ou bien ont perdu leur leadership, car elles ont été incapables de s'adapter au changement. Donc souvent, dans mes propos, le changement va revenir toujours, parce qu'on est dans un monde mouvant, l'entreprise bouge, les échanges sont maintenant dématérialisés, mais il y a un risque de perdre la main si on ne peut pas se mettre au niveau de tout ce qui concerne l'entreprise numérique. Pour finir aussi sur les certitudes, Jack Welch, je crois, on dit c'est le plus grand entrepreneur du XXe siècle, ancien patron de General Electric, disait que si vous ne pensez pas tout le temps à rendre chacun meilleur, vous n'avez aucune chance d'arriver. Quelle est l'alternative des esprits gaspillés, des compétences gaspillées, des personnes qui ne sont pas impliquées? On le voit souvent dans les entreprises, des employés en colère ou qui s'ennuient. Cela n'a pas de sens. Pourquoi il dit? Parce que c'est en raisonnant comme ça qu'il a pu faire de General Electric une des plus grandes entreprises du monde. Il est rentré dans une entreprise qui est vraiment un mastodonte. Et il a compris qu'en termes d'organisation, en termes de conduite du changement, en termes d'implication des collaborateurs, grâce à ça, lorsqu'on s'occupe de ces genres de problèmes, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut vraiment partir vers la croissance, vers la performance. Et de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui change si rapidement, la seule stratégie vouée à l'échec est celle de ne prendre aucun risque. Donc, l'immobilisme n'est pas compatible à l'entreprise numérique. Et souvent, on le voit, on a peur du lendemain. Or, on sait très bien qu'un risque qui est bien pensé se transforme en une opportunité. Et donc, c'est tout ça, tout ce contexte de conduite de changement, d'organisation, d'optimisation des processus d'entreprise va nous permettre de rentrer de plein pied dans l'organisation numérique. Sans cela, ça ne sert à rien de passer au numérique parce que d'emblée, on va échouer. Donc, impossible, impensable, ingérable, donc innovant. C'est les 4 I de l'entreprise numérique. Donc, si vous pensez que quelque chose est impossible, est impensable, est ingérable, ça ne sert à rien d'innover, ça ne sert à rien d'aller au numérique. Parce que ces mêmes questions ont été posées il y a 100 ans, lorsqu'il y a eu le développement de l'électricité, des moteurs et autres, et vous avez vu comment le monde a évolué. Et actuellement, on est à la croisée des chemins sur le numérique. Donc rien n'est impossible, il faut toujours aller de l'avant, et tout est gérable. Grâce à l'innovation. L'innovation en termes d'organisation, l'innovation en termes d'outils. Donc l'entreprise numérique, ce qu'on appelle l'entreprise 2.0. Rapidement, comment se comporte l'entreprise aujourd'hui? À gauche, on est dans l'environnement classique qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire il y a les clients, les actionnaires, les financiers, les sous-traitants, les fournisseurs, l'État, les collectivités locales, ainsi de suite.
Ça, c'est ce qu'on connaît actuellement. Mais ce qu'on connaît aussi actuellement, c'est l'entreprise numérique, où on a la sphère qui s'étend vers pratiquement tous les stakeholders, toutes les parties prenantes du monde de l'environnement. Et ces parties prenantes vont au-delà même de notre microscope, de notre environnement. Et il faut prendre en compte tout ce microscope-là pour aller de l'avant et pour proposer une entreprise dynamique, une entreprise qui est performante. Donc l'entreprise doit plus que jamais prendre en compte la mutabilité de son environnement, qui est bougeant, rien n'est définitif, il faut être toujours de manière dynamique. Les chefs d'entreprise, vous devez être proactifs. Donc les principaux bénéfices de l'entreprise 2.0, c'est-à-dire l'entreprise numérique, on a l'espace souverain de l'entreprise, on a un espace étendu, c'est-à-dire c'est toute la planète. On a l'espace ouvert pour l'écosystème numérique. Donc l'espace souverain, c'est ce qu'on connaît actuellement, la gestion classique de la chaîne logistique, de la finance, de la gouvernance. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais on se rend compte que cet espace souverain-là, il est insuffisant car le monde est globalisé. Donc à cette souveraineté de l'espace de gestion, il faut ajouter tout ce qui va concerner l'entreprise, les partenaires, ainsi de suite. Et le lien entre l'espace souverain et l'espace étendu donne l'écosystème numérique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens et des acteurs du web et des informations qui portent que l'entreprise peut exploiter et étendre son espace économique grâce à Internet, grâce à tous les outils que vous connaissez et qui seront présentés par les autres panélistes. Donc, je vais appuyer trop vite. Donc, à l'époque, on était au web 1.0 où on produit de l'information et on consomme. Or, actuellement, dans le web 2.0, c'est-à-dire c'est dans l'entreprise qui est dans notre, plutôt l'entreprise numérique qu'on veut, comment dirais-je, mettre en place. Tout est interconnecté, c'est-à-dire le management, l'organisation, la culture, les services. On n'est plus dans le monde hiérarchique qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire tout est collaboration. Donc l'entreprise 2.0 correspond à une utilisation de plateformes sociales émergentes au sein de sociétés ou entre ces sociétés, leurs partenaires et leurs clients. Donc c'est tout ce microscope-là qui, avec les technologies du web, de l'Internet, qui constitue l'entreprise numérique. Donc je vous passe rapidement. Donc l'entreprise 2.0, collaboration et échange d'informations. Travailleurs du savoir, c'est-à-dire on gère maintenant la donnée du savoir. On n'est plus dans le monde, même si on est actuellement dans l'économie primaire, agraire, tertiaire, secondaire au niveau industriel et même dans les services, quels que soient ces domaines de l'économie qui restent toujours, on est dans le domaine du savoir. La matière première actuelle dans le monde entier, c'est la matière du savoir, de la donnée. Données agricoles, données financières, données industrielles, peu importe, on gère maintenant la donnée. La preuve, les grands pays dans le monde, actuellement, ce sont les pays qui pratiquement ne produisent plus. La production, les matières premières, on la laisse, comment on appelle ça, à l'Afrique. Lorsque la valeur ajoutée, c'est eux qui la produisent, parce qu'ils ont le savoir, ils ont la donnée. Donc, on parle maintenant des travailleurs du savoir, la qualité du système d'information d'entreprise, les performances des outils informatiques et des outils collaboratifs. Donc, ce qui caractérise l'entreprise numérique, c'est la mondialisation des marchés, on n'est plus tout seul, la rapidité d'échange des informations, la concurrence qui est sévère, on va dire, dans certaines entreprises actuellement qui ont disparu, mais qui n'ont plus le monopole, sont obligés tous les jours de se mettre au diapason de la concurrence. L'ami d'MTN le sait mieux que moi, on est bien moins concurrentiel et c'est tant mieux pour nous, les consommateurs. Mais dans ce microcosme-là, on se rend compte que les compétences ne sont pas aussi simples à avoir. Et ça, c'est un grand problème de l'entreprise numérique. Et c'est une des raisons qui doit pousser, par exemple, les responsables d'entreprise à passer directement sur les compétences.
on se rend compte que les compétences, c'est tous les jeunes qui ont moins de 30 ans et 40 ans qui sont là. Comment les utiliser? On parlera de ça aussi. Donc, on a le cadran de l'entreprise numérique qui parle de la technologie, de la mobilité, du social et surtout du temps. C'est-à-dire, on est dans un monde où le temps est important. Quand on dit que le temps, c'est de l'argent, dans le monde actuel, on se rend compte que c'est beaucoup plus vrai qu'avant. Donc, une comparaison, l'entreprise actuelle, l'entreprise 2.0. Donc, l'entreprise actuelle, c'est l'organisation top-down. Vous voyez ici, c'est l'organigramme. Le grand patron, les directeurs, les chefs de département, les chefs de service et, comme on le dit, le personnel. C'est le monde dans lequel on vit, mais on se rend compte que ce monde-là, il est plus compatible. C'est-à-dire, il y a une remise en cause de la hiérarchie des pouvoirs. Et c'est cette remise en cause, lorsqu'elle n'est pas prise en compte par ceux qui dirigent l'entreprise, on se rend compte que les entreprises sont sclérosées. Parce que chacun veut garder son pouvoir et donner toujours des ordres. Or, quelquefois, ceux qui sont compétents, ceux qui peuvent apporter la valeur ajoutée, ils n'ont pas de pouvoir. Donc chacun reste dans son silo et rien ne marche. Donc, ceux qui ont le pouvoir, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours votre pouvoir, mais grâce à ceux qui vont vous apporter plus de valeur ajoutée grâce au numérique. Et ce numérique-là, c'est l'entreprise 2.0. L'organisation est transversale, elle est décentralisée. La prise de décision se fait au travers de la communauté et ne dépend pas du goulet d'étranglement de la hiérarchie. Quelquefois, on attend une ou deux personnes qui vont décider. Et quelquefois, on a des cas où on ne décide pas et rien ne se passe. L'entreprise coule, elle est inaudible. Cette organisation donc, numérique, entreprise 2.0, permet de gérer la complexité dans laquelle on se trouve. Donc un tableau qui montre vraiment la dichotomie entre l'entreprise 1.0 et 2.0. Structure de l'entreprise, elle est hiérarchique, bureaucratique, rigide et un environnement stable et prédictible. Ça, en général, ce sont les entreprises qui ont le monopole. Donc on se rend compte qu'on ne bouge pas, on a le monopole, il n'y a pas de danger. Or, de plus en plus, les entreprises n'ont plus le monopole. Donc, la structure de l'entreprise, elle est transversale et agile, un environnement complexe et instable. Prise de décision de l'entreprise 1.0, elle est top-down. L'entreprise 2.0, cette décision, elle est collégiale. Les flux, ils sont centralisés. Pour l'entreprise 2.0, décentralisée, ainsi de suite. Le rôle du management, il décide, il gère. Et au niveau de l'entreprise 2.0, c'est un leader, c'est un coach. Il y a une équipe qui gère, comme dans une équipe de football. C'est plus lui qui décide seul. Et souvent, vous verrez, c'est ce qui cause des problèmes à la migration vers l'entreprise numérique. C'est le fameux conflit des générations. La génération Y et C, ça veut dire beaucoup de choses. Actuellement, bon, moi, nous qui avons la cinquantaine, on est dans une génération, disons, comment dirais-je, active, génération X. Le DG Ouattara disait tout à l'heure qu'effectivement, on a eu cette chance de voir comment le monde a évolué. Et dès l'instant où on peut s'adapter à ce monde, je pense qu'avec nos expériences, nos cheveux qui blanchissent, il faut que ça serve à quelque chose. Donc on peut, disons, orienter, disons, mettre un cadre dynamique pour que ceux qui sont plus jeunes puissent évoluer. Qui appartiennent à la génération Y, ils ont entre 20 et 40 ans. Ils ont grandi en même temps que le web, pour lequel ils sont familiers. Donc c'est tout un savoir-faire qu'ils ont, toute une compétence qu'ils ont. Par exemple, quand vous voyez la commission NTIC de la CGC, ils sont tous dans la génération Y. Mais quand même, ils ont besoin d'être encadrés parce qu'il y a quand même l'expérience qui est, disons, dont il faut tenir compte. Il y a des plus jeunes encore. Ils ne sont pas que. Donc peut-être ils seront dans la génération Z. Voilà. Oui. Donc la génération Z, ils sont nés avec le web. Ils ont grandi avec le web. Ils ne connaissent pas autre chose. Ils sont appelés la nouvelle génération silencieuse. Pourquoi? Parce que en 10 et 20 ans, dans 5-10 ans, ils vont rentrer en entreprise. Et ceux-là, il faut bien les accueillir parce qu'ils ont un potentiel. Mais si on leur présente le modèle top-down qu'on connaît, ils vont s'ennuyer.
et ils vont se disperser dans tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Souvent, ils sont dans la cybercriminalité, enfin, ce que l'entreprise fait actuellement, ça ne les intéresse pas. Il y a la génération C, qui regroupe les Y et les Z. Le C vient du mot communiquer, collaborer, créer, et c'est eux qui font la particularité des futures générations. Beaucoup ne sont pas dans le marché du travail, beaucoup de compétences. Comment faire en sorte que cela apporte la valeur ajoutée tout en étant encadré par la génération X. C'est très important dans toutes les stratégies de mise en œuvre au niveau mondial de l'entreprise numérique. Il faut tenir compte de cette génération-là parce que c'est eux qui vont apporter la vraie croissance. Donc lorsqu'on fait une analyse SWOT de cette génération, parce que c'est toujours les concepts de la stratégie d'entreprise, il faut toujours la prendre en compte. Il faut toujours prendre en compte ce contexte de l'analyse SWOT. En termes de force, cette génération Y apporte une nouvelle manière de faire, il stimule l'innovation, parce qu'ils ne savent pas ce qui existait avant. Donc, quand je vois mes enfants, quand je leur présente les anciens téléphones ou bien les disques durs, les CD, ils me demandent mais à quoi ça sert? En termes de force, il y a une très forte capacité d'adaptation. Ils jouent collectif, quoique souvent ils sont individualistes, parce qu'ils sont ambitieux, ils font croire qu'ils jouent collectif, mais dans leur tête, ils ont des projets, et quelquefois ça peut être des dangers même pour l'entreprise. En termes de faiblesse, ils ont peu d'appétence à l'effort, et ils ne vont pas au fond des choses. C'est-à-dire qu'en termes de profondeur d'analyse, on se rend compte que cette génération n'a pas cette profondeur que nous avons. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut collaborer. Nous, on a une expérience de la méthodologie, de l'analyse, de la modélisation dans tous les secteurs d'activité d'entreprise. Eux, ils n'ont pas parce qu'ils vont très très vite. Ils passent leur temps à jouer à la PlayStation, ils sont sur Facebook. Enfin, ils ont des activités qui font qu'ils ne réfléchissent pas vraiment en profondeur. Mais ils vont très 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 vite. Et en termes de faiblesse, ils sont capables de se disperser dans ces activités. Ils font plusieurs choses à la fois, alors qu'en tant que patron d'entreprise, il y a vraiment des projets précis et il faut atteindre ces projets. Donc, en termes d'opportunités, ils vont tirer l'entreprise vers le changement, vers l'innovation. Héraclès, 532 avant Jésus-Christ, a dit que la seule constante, c'est le changement. En fin de compte, on est toujours dans le même concept. On change tout. L'entreprise change, le monde évolue. Et cette génération est beaucoup plus apte à entrer dans le changement. En termes de menaces, cette génération peut déstabiliser l'entreprise, c'est-à-dire on voit beaucoup de salariés d'entreprise. Comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, ce sont des gomboteurs, ils font des petits combos à gauche, à droite. Bon, quelquefois même, ils sont dans une activité qui peut mettre en danger sa propre activité. Donc il faut faire attention. Cette génération, parce qu'ils sont ambitieux, ils veulent avoir rapidement la voiture, l'appartement. On se rend compte qu'en termes de salaire, ça ne va pas, mais ils peuvent être un danger pour les entreprises. Parce qu'à un moment, ils ont le savoir. Et ce savoir-là, une fois qu'il n'est pas canalisé, ça peut être un danger pour l'entreprise. C'est pour ça que dans certaines entreprises, même, bon, c'est une erreur, il y a certains jeunes qu'on ne veut pas former. Ce jeune-là, si on le forme, dans 4 mois, il va prendre ma place. Il va prendre ma place, on va donner sa lettre de démission. Mais or, il faut le former aussi, parce que c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte pour pouvoir mettre sa stratégie en place. Et cette génération au milieu, elle est multitâche. Donc j'insiste dessus parce que c'est la base de l'entreprise, comment dirais-je, numérique. Donc les bénéfices de l'entreprise numérique, les bénéfices financiers, il y a certains qui sont tangibles, d'autres intangibles. Il y a la réduction du nombre de mails, la réduction des coûts de voyage. Et donc on peut faire des vidéoconférences, la réduction des coûts téléphoniques, la réduction du budget IT et ainsi de suite. Et des bénéfices intangibles, meilleure gestion de la connaissance, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont la maîtrise, qui ont l'expérience, mais les entreprises ne gèrent pas ces connaissances. Quand le salarié va à la retraite, tout le monde quitte l'entreprise, on recommence à zéro. Le bénéfice intangible aussi, c'est la satisfaction de l'employé. Quand un employé est satisfait, il est beaucoup plus fidèle. Meilleure capacité d'innovation, compétitivité, ainsi de suite.
Donc, on a planté le décor. En fin de compte, dans tout ce qu'on vient de dire, vous voyez déjà les raisons, les bonnes raisons pour rentrer au numérique. Le décor est planté. On va rentrer maintenant dans ce que on considère comme les 5 bonnes raisons pour rentrer, pour aller au numérique. Donc, en fin de compte, ces raisons, ce sont des leviers de performance, des leviers de croissance. Au niveau organisation, au niveau technologie et innovation, le levier personnel, le levier produits et services pour tout ce qui est marketing ou vente, et le levier environnemental. C'est ces 5 bons leviers qui vont permettre de migrer vers le numérique. En termes d'organisation, l'entreprise doit être agile. Il faut que l'entreprise soit dynamique. On a vu tout à l'heure que lorsque l'entreprise est sclérosée, lorsque la prise de décision se fait par le top-down, on n'est plus dans une entreprise agile. Donc l'entreprise agile, c'est l'entreprise qui est capable d'une organisation et de livrer de la valeur au plus tôt, à cause de la concurrence, s'adaptant et en répondant à temps aux changements de son environnement. Donc c'est une entreprise qui est réactive. Le métier qu'on a, ce n'est pas un métier, disons, absolu, qui peut changer, il faut être réactif. Donc il faut avoir une organisation souple. Donc en rendant les échanges dynamiques et en faisant intervenir des connaissances multiples, l'entreprise est davantage agile et se montre apte à résoudre rapidement des problèmes complexes qui se présentent à elle. Donc ça, c'est la première raison pour migrer vers le numérique. Faire en sorte que l'entreprise soit agile. Lorsqu'on fait des analyses sur des entreprises, quelquefois, on a des produits qui sont des vaches à lait, mais au fil du temps, on se rend compte qu'on perd ces produits-là à cause de la concurrence. Donc, comment faire pour aller vers d'autres produits, pour ne pas subvenir, voir venir, comment on appelle, tout ce qui est smartphone et Nokia aussi. Et surtout, au niveau de la photographie Kodak. Une entreprise qui n'a pas vu venir le numérique et qui est resté dans l'immobilisme, qui a quasiment disparu. Et tous les éditeurs de livres, d'encyclopédies qui ont été balayés par Google, par toutes les entreprises du numérique. Parce que c'était pourtant des gens qui étaient très brillants, mais les entreprises n'ont pas été agiles. Elles ont été balayées par la concurrence. Une des entreprises les plus agiles du monde, c'est Microsoft. Microsoft ne vend pratiquement rien, mais lorsque Microsoft sent venir le danger, rapidement, elle transforme son retard en avantage. C'est pour ça que Bill Gates a dit un jour que le processus doit être optimisé. Donc, le levier à organisation, vous en tenir compte, c'est le premier levier. Tous les responsables, le conseil d'administration, les directeurs et autres, doivent se dire, mais qu'est-ce que je fais pour rendre mon entreprise agile? La première des choses, c'est de dire que mon pouvoir n'est plus hiérarchique. Il est dynamique. Il faut que je collabore avec tous ceux qui peuvent apporter de la compétence à l'entreprise. Donc cette entreprise a capacité de réaction de l'environnement, gestion par la compétence. Et souvent, lorsque je fais mes séminaires, j'ai dit qu'un des mots en Côte d'Ivoire, c'est le syndrome du bon petit. Dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets, on veut toujours mettre un bon petit, et souvent, quelquefois, ce n'est pas lui qui a la compétence. Donc ce syndrome-là, je pense qu'il faut essayer de l'atténuer un peu parce qu'il n'est pas compatible à, comment dirais-je, à l'entreprise numérique. Capacité à prendre des décisions rapides, c'est-à-dire avoir de très bons conseillers. Vous savez, des très bons conseillers, vous pouvez aller rapidement. Mais si vous êtes entouré par des bons petits, je pense qu'ils ne pourront pas vous aider rapidement. Préciser, en tout cas, effectivement. L'entreprise agile, donc, c'est préciser les changements organisationnels et les modifications internationales. Donc, fixer les objectifs court terme à ses employés et avoir une vision à long terme. Parce qu'on est sûr qu'on a la compétence pour. Là, c'est le premier levier. Donc, les 10 dimensions de l'agilité d'entreprise, toujours émis par le Forest Recherche en septembre 2013. L'entreprise, le premier levier, c'est l'organisation, réactivité du marché, organisation et optimisation des processus. Donc, les facteurs clés du succès comment dirais-je, du levier organisation, de l'as de l'organisation, on a tout ici défini une stratégie numérique et la décliner au sein de l'organisation, adapter l'organisation de votre entreprise en vous inspirant de nouveaux modèles, ainsi de suite. L'implantation des activités numériques, des ressources humaines importantes,
et le management transversal. Deuxième levier plutôt, le levier technologique et l'innovation. Ça, c'est ce qui est proposé par les entreprises qui sont dans le numérique, MTN et Microsoft. Donc, augmenter la capacité d'innovation. Donc, en termes d'intensité d'utilisation des TIC, il faut utiliser les TIC de manière massive, pas de manière désordonnée, c'est-à-dire massivement, mais en optimisant ces processus. Tout à l'heure, c'est ce que Bill Gates disait. Modification significative de l'organisation, culture d'expérimentation et tolérance au risque. Être prêt à aller de l'avant, ça apporte un plus. Acquisition d'expertise, très important. C'est, bon, on peut voir rapidement. Le levier humain, le levier personnel. Ça, je pense que c'est un des plus grands leviers. Parce que, sous nos topics, c'est quelquefois, c'est ce problème-là qu'on a. Prendre des gens qui ont la compétence avérée et qui peuvent vous permettre d'aller très très vite. Ce n'est pas forcément des jeunes, hein, parce que beaucoup de jeunes ont déçu, mais c'est de se remettre en question et faire en sorte que l'entreprise aille de l'avant. Donc, il faut recomposer tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on ne peut plus gérer les ressources humaines comme on le gère actuellement. C'est-à-dire, il faut, dans tout ce qui est ressources humaines, GPEC, il faut prendre en compte l'innovation, les compétences au niveau numérique. Donc la GRH déjà doit être une des premières organisations à se remettre en cause. On ne peut plus gérer une entreprise numérique comme on gère l'entreprise actuellement. Donc le troisième levier, c'est le levier personnel de l'organisation, les différents facteurs clés de succès. Faire en sorte qu'on puisse développer une culture collaborative ouverte, c'est-à-dire les week-ends, 7 jours sur 7, on puisse avoir des collaborateurs qui pourront faire avancer les choses. Si on a un collaborateur qui travaille entre minuit et 5 heures du matin, et le matin il se repose, le problème de la direction générale des ressources humaines, c'est de dire que ce collaborateur nous apporte une compétence. Donc pratiquement, je ne vais pas l'attendre à 7h30 et à 18h30. Parce que souvent, on vient à 7h30 et les 7 ou 8 heures de temps qu'on passe au travail, quelquefois, ce n'est pas productif. Donc c'est toutes ces souplesses-là qu'on doit avoir en termes de levier personnel. Le levier produit et service, en termes de marketing, de vente, optimiser l'activité marketing. Donc grâce au numérique, on peut mieux cibler les clients. Diminution du time to market, faire en sorte que rapidement on puisse mettre un produit en place. Donc à niveau de MTN, c'est mieux que le monde. Le time to market, c'est vraiment un de leurs objectifs. Veille commerciale et technologique. Donc le numérique nécessite d'avoir une offre sur mesure, évolutive et rapidement adaptable pour répondre à des clients mieux informés, ainsi de suite. Les facteurs clés du succès, l'innovation, la conception, ainsi de suite. Le dernier levier, c'est le levier environnemental, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, l'utiliser pour ses propres bénéfices. Donc être à l'écoute de l'environnement. Car l'environnement est extrêmement changeant. Les innovations technologiques et les services utiles pour l'entreprise naissent et meurent chaque jour. Donc il faut être à l'écoute de cet environnement. Donc les facteurs clés de succès, ils sont là, il y a les relations, tout ce qui est normes juridiques, les règlements, les usages, et ainsi de suite. Je vais passer rapidement sur les outils web 2.0 sans m'étendre là-dessus, puisque le troisième est rechercher l'information à tout moment. Mais tout ce qu'on fait est risqué. Donc il faut en tenir compte. Dès l'instant où on se met dans une stratégie digitale, il faut penser au risque pour ne pas vraiment aller vers la faillite, vers le dépôt de bilan. Donc les risques en termes d'une entreprise numérique, il y a les risques marketing stratégiques. D'abord le risque stratégique. La maîtrise du système d'information, l'éthique et le juridique, les ressources humaines, la dématérialisation des rapports humains et le patrimoine numérique. Le risque stratégique, c'est le premier, c'est de ne pas avoir de stratégie numérique. Et du sorti de ce séminaire, tout le monde est épaté parce qu'on vient de dire, donc on va faire du numérique en entreprise. Une stratégie et on se casse les dents. Ça, c'est le premier risque. Les risques stratégiques, les risques éthiques et juridiques, la législation évolue. Tout à l'heure, je parlais avec
a mis au niveau de tout ce qui concerne les data centers, le cloud. On oublie souvent que tout ce qu'on libère dans le monde est à l'extérieur. On prend le cas des États-Unis, où ils ont ce qu'ils appellent le Patriot Act, où tout ce que vous stockez aux États-Unis, la CIA, la NSA a le droit, de manière légale, à aller prendre ces informations. Donc ce risque-là, il faut en tenir compte. Tous les responsables faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait ses propres data centers, ainsi de suite, pour pouvoir ne pas être confronté à ces problèmes-là. Les risques liés aux ressources humaines, c'est la conduite du changement. Faire le numérique sans conduite du changement, c'est une œuvre qui est vouée à l'échec. Risques liés à la dématérialisation des rapports humains, perte de souplesse, perte du temps de réflexion, ainsi de suite. Il faut hésiter, c'est avoir trop d'informations et ne pas pouvoir les digérer. Et ça aussi, le numérique accroît cette info-visité. Risques liés au contrôle et à la maîtrise du système d'information, il y a les vols, les attaques, les virus, ainsi de suite. Lorsqu'on numérise toute une entreprise sans la sécuriser, vraiment, on est attaqué de partout. Parce qu'on ouvre l'entreprise au monde extérieur, donc à toute la planète. Donc, les risques marketing, c'est-à-dire la réputation de l'entreprise est très importante. Faire en sorte que lorsqu'on est dans un monde numérique, on ne puisse pas dégrader son image par une action, une nouvelle action. Et ça, c'est très important. Le risque du patrimoine. Comment protéger le patrimoine numérique? Parce que dans l'entreprise actuelle, ce qu'on appelle le goodwill financier, c'est que le patrimoine est géré par la finance. Or, au niveau du numérique, on a la notion de goodwill immatériel. C'est-à-dire tout ce qui environne l'entreprise en termes de collaborateurs, de fournisseurs ou quoi, c'est eux qui permettent de valoriser l'entreprise. La vraie valeur d'une entreprise, ce n'est pas la valeur financière comptable, c'est son goodwill immatériel. C'est-à-dire tout ce que, en termes de matériel, l'entreprise peut vendre. Donc les risques au niveau qui entoure aussi, les risques périphériques, numérisation des flux financiers, les moyens de contrôle, ainsi de suite. Et les risques, bien sûr, géopolitiques. Donc, rapidement, comment construire sa stratégie numérique? Parce que c'est la question qui va se poser dès la fin de ce séminaire. Comment construire la stratégie numérique? On va pas aller en profondeur. Tout ce que je pourrais dire, c'est que la stratégie numérique ne se construit pas en mettant des outils numériques dans l'entreprise à tout va. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie vraiment digitale qui, au lieu de disperser l'entreprise avec tous les outils que les fournisseurs vont vous proposer, bien sûr, avec tel outil on peut faire c'est pas une bonne stratégie. Il faut d'abord la penser, la réfléchir avant de se lancer dans le digital. Donc, comment construire sa stratégie numérique? C'est-à-dire pourquoi avoir une vision globale d'Internet? Il y a toutes ces questions qui vont se poser. Quel intérêt présente Internet pour mon activité? Comprendre pour décider, en toute connaissance. Les clients et prospects sont-ils, comment dirais-je, au même niveau que moi, ainsi de suite. C'est des questions qui vont se poser. Et avec ce planigramme, la stratégie numérique se bâtit d'abord avec l'audit de l'entreprise, l'analyse préliminaire, les différents scénarios humains, les scénarios organisationnels qu'on a, et voilà, vous avez tout le planigramme en termes de stratégie numérique. Donc on peut venir en profondeur après, vous avez, avec la CGC, vous aurez toutes les informations. Un des personnages clés du basculement vers l'entreprise numérique, c'est le directeur des systèmes d'information. Il est d'un bunker, il est d'une cathédrale. Or, il est menacé de partout. Il est menacé par les shadow cabinets au niveau du directeur général, parce que le directeur général connaît les informaticiens, le directeur marketing, le directeur de vente. Enfin, vraiment, il est sur un équilibre instable. Là, les entreprises proposent ce qu'ils appellent le cloud computing, les data centers. On se rend compte que la direction des systèmes d'information et tous les départements sont en danger. Mais pas d'inquiétude, il faut constater. Il y a un constat, il y a l'entreprise numérique. Tous les employés ont leur ordinateur, ont tous chez eux. Donc, il peut se dire que j'ai plus besoin de l'informatique au bureau. C'est ce qu'on appelle la consumérisation du système d'information. La montée en puissance de tout ce qui est data center, le développement du shadow IT, c'est ce dont je parlais. C'est-à-dire les directeurs généraux ont comme les shadow cabinets au niveau politique, il y a les shadow IT, ils sont dans l'ombre, ils conseillent le directeur informatique, non le directeur général, au détriment du directeur informatique. Les services métiers, les prestataires, chacun donne son avis.
et souvent le directeur des systèmes d'information est décédé. Il y a l'arrivée de ce qu'on appelle les digital natives. J'ai parlé beaucoup de la génération Y et C. Cette génération, tous les enfants sont nés avec le numérique. Donc ils peuvent mettre en danger un directeur informatique qui est toujours dans son informatique et vraiment qui ne veut pas évoluer. Parce que le bonhomme, dans 5 ans, il va à la retraite. Surtout qu'on a augmenté l'âge de la retraite, il va attendre qu'à 60 ans, donc il ne veut plus évoluer. Or, il y a toute une vague, un tsunami de jeunes qui ont des idées innovantes et qui peuvent le mettre en danger. Donc, il y a les nouveaux métiers de la DSI, une croissance exponentielle des risques et des contraintes juridiques, un changement du périmètre de la DSI. Qu'est-ce qu'il faut faire? La fonction DSI, elle est menacée. Effectivement, tel qu'on la connaît maintenant, le directeur informatique, dans 5 ans, il risque d'avoir des problèmes. Bon. La seule constante, c'est le changement. C'est tout ce qui va se dire. Voilà. Ça fait plus de 2000 ans qu'on me dit que la seule constante est le changement. Donc je dois changer. Comment changer? Il faut que le DSI crée de la valeur. Il faut qu'il internalise des compétences tout en stabilisant l'exécution, c'est-à-dire les data centers, ainsi de suite. Il ne faut plus s'occuper de la technique, parce qu'il y a des entreprises qui font mieux, qui proposent la technique moins chère, et innover tout le temps, faire en sorte que la collaboration de l'entreprise soit optimisée. C'est par ce moyen-là que le DSI peut se sortir d'affaires. Donc, pour terminer, en conclusion, et les recommandations, le passage à l'organisation 2.0, qu'il s'agisse d'une entreprise privée ou d'une organisation publique, apparaît ici comme un virage à entreprendre pour ouvrir l'entreprise au potentiel de l'intelligence collective. Là, je l'ai mis en rouge. Le potentiel de l'intelligence collective. On ne peut pas s'en défaire. La chaîne de valeur des modes de fonctionnement participatif, collaboratif et transparent. On ne cache plus l'information. Elle est disponible, puisque on peut l'utiliser pour le profit, pour la performance. Voilà, j'en ai terminé. Et merci de votre attention.